Ne pas tourner sa souffrance d'exilé en posture de victime éternelle, c'est l'une des caractéristiques de la personne que je reçois aujourd'hui. Historien, essayiste, poète, c'est un Palestinien de la diaspora. Considérant que son pays avait disparu en 1947, il explique le paradoxe selon lequel l'annexion en 1967 par Israël de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est a en quelque sorte rendu, avec beaucoup de guillemets, un statut d'occupation classique à ces territoires. Bonjour, bienvenue, vous regardez France 24, c'est l'heure de l'entretien. Mais l'occupation israélienne s'éternise et s'étend. Les Palestiniens tentent de recoller les morceaux de leur unité perdue et voici que Mahmoud Abbas vient demander solennellement aux Nations Unies la reconnaissance d'un État palestinien. Ces phrases sont emphatiques, mais la démarche est celle d'un homme qui se sent isolé. Là-dessus et sur bien d'autres choses, mon invité Elias Sambar a un avis précis et distancié. Merci Elias Sambar d'être avec nous. Vous êtes ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, mais évidemment la question qu'on vous pose en premier, c'est cette affaire de la reconnaissance de la Palestine auprès de l'ONU avec différents statuts. On ne va pas rentrer là-dedans, mais est-ce que vous pensez que l'affaire est plutôt symbolique et qu'elle est le signe de la fin d'un règne qui est celui de l'autorité palestinienne comme on la connaît, ou est-ce qu'au contraire c'est un regain, c'est un sursaut ? Vous savez, c'est un aboutissement. Les Palestiniens ont disparu en 1948. On a été jusqu'à dire qu'ils n'avaient jamais existé. Leur nom a été effacé. Le nom de leur terre a été effacé. Et depuis, ils n'ont cessé de mener cette reconquête de leur visibilité. Il y a eu plusieurs moments où cette visibilité s'est de nouveau renforcée, de nouveau réapparue sur la scène. Il y a eu le premier discours du président Arafat à l'ONU. Oui, il y a eu les négociations de paix, où il y a eu la veille, si vous vous souvenez, de la signature des accords d'Oslo, un épisode fondamental qui est infiniment plus important que les accords eux-mêmes, qui a été cet échange de lettres de reconnaissance mutuelle entre Arafat et Rabin. C'est là qu'était en fait la fin de l'absence. Et donc c'est un processus. Nous sommes maintenant arrivés, non pas à un moment symbolique, mais à l'achèvement de ce processus qui est, après toutes les reconnaissances accumulées, il y a très peu de personnes qui savent que nous avons déjà près de 153 reconnaissances. Donc nous ne sommes pas un pays qui n'existe pas. Et donc l'idée d'intégrer le concert des nations de la façon la plus formelle en devenant membre des Nations Unies. Donc c'est très loin d'être symbolique. Et c'est en plus, par rapport aux Palestiniens eux-mêmes, une affaire qui prend une charge émotionnelle très très forte. Parce que c'est le retour des absents. C'est le retour à la visibilité, c'est la consécration de la visibilité retrouvée. De la visibilité, mais pas de la viabilité d'un État. Et là, on en vient forcément à ce que sont les colonies israéliennes, qui sont en pleine expansion, je le disais, et qui mangent, qui grignotent cet État, quelle que soit l'avis qu'on ait d'ailleurs sur la résolution du conflit israélo-palestinien. Mais laissez-moi, je ne vais pas vous noyer dans la procédure, mais vous allez voir à travers la procédure que c'est en fait un enjeu infiniment plus important qu'une simple symbolique. Allez-y. Et une simple satisfaction affective. Le mot sur lequel il faut se concentrer, parce qu'on dit État membre, État non membre, c'est le mot État, c'est pas membre et non membre. Et la terre entière est noyée dans des détails de procédure, qu'est-ce que membre, qu'est-ce que non membre. Dans la reconnaissance étatique, les Nations Unies, c'est-à-dire le monde, vous fait passer du statut de territoire au statut de pays. Et quand vous passez du statut de territoire au statut de pays, il est absolument incontournable, inévitable, de dire quelles sont les frontières d'un pays, on ne peut pas dire qu'on le connaît, et quelle est sa capitale. Ce qui bouleverse de fond en comble la négociation telle qu'elle s'est déroulée depuis 21 ans. Ce n'est pas la question de l'autorité ou de l'OLP ou de l'État. Ce qui vous fait passer, on va aller négocier, mais en tant que pays cette fois et non plus en tant que territoire. Et quels que soient les négociateurs, je parlais tout à l'heure de l'unité perdue des Palestiniens, on a peut-être exagéré et volontairement le phénomène du Hamas. Vous vous dites par exemple ce phénomène du Hamas peut s'étioler s'il y a des vraies négociations? Je pense que le fait de revenir les mains pleines et non plus les mains vides, comme cela s'est passé depuis 21 ans, va énormément renforcer
le camp palestinien qui a opté pour une solution négociée. Je pense que les mains pleines, mais vous dites, elles sont plutôt à moitié pleines. Elles ne sont pas à moitié pleines. Non. Et vous savez, si elles étaient si peu pleines, nous n'aurions pas essuyé l'avalanche de coups que nous essuyons encore de la part des États-Unis et d'Israël. Tout le monde a dit que c'est une affaire symbolique. C'est très très étrange qu'une affaire symbolique suscite une réaction d'une telle violence et autant de coups pour essayer de l'arrêter à cette opération symbolique. Si c'était un symbole, vous savez, depuis 1947, nous accumulons les symboles et ça n'a pas changé beaucoup de choses. Là, il y a du concret, ça rebouleverse les règles du jeu. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé des colonies. Très bien. Les colonies, pour le moment, comme elles sont dans un territoire, et un territoire négocié est fondamentalement un territoire disputé. C'est-à-dire l'occupé doit en permanence justifier sa demande, parce que quand vous dites voici mes frontières, on vous dit mais qui a dit que c'est vos frontières? Vous n'êtes pas un pays. Qui a dit que c'est Donc voici qui a dit que c'est votre capitale? Et ainsi de suite. Et on nous a sorti cette fantastique distinction conceptuelle entre des colonies légales et des colonies illégales. Quand vous êtes au sein des frontières, tout ce que fait l'occupant est illégal. Il n'y a plus de distinction entre les colonies. La présence d'un État, d'un pays à l'ONU, vous permet de contester donc de manière plus efficace cette illégalité. Encore, sans vous noyer dans les détails, si vous êtes l'État non membre, qui est la solution moindre, disons, et pas l'État membre, de quoi vous disposez? Vous pouvez devenir membre à part entière de toutes les agences de l'ONU. Et c'est ce que je m'apprête à faire au niveau de l'UNESCO, membre à part entière. Deuxièmement, vous êtes habilité à signer toutes les conventions internationales. Et je m'apprête à faire signer au nom de l'État de Palestine la convention. Je vous donne des exemples. La convention du patrimoine mondial qui va me permettre dès le mois de juin d'inscrire Bethléem, l'église de la Nativité du Christ, sur la liste du patrimoine mondial. J'y avais pas le droit. Et la troisième, c'est celle qui m'intéresse. Je peux saisir le tribunal pénal international et la cour criminelle de justice. Et là, je n'ai plus besoin de faire des procédures. On a saisi une fois pour le mur, vous savez, la cour. Mais vous n'imaginez pas, ça nous a pris 2 ans avec une gymnastique extraordinaire pour pouvoir, sur le plan de la procédure, être autorisé à saisir. Maintenant, puisque je suis un État, que j'ai signé la Convention, je peux saisir quand je veux. Donc, ce ne sont pas des acquis symboliques. Non, certes, mais vous parliez tout à l'heure des États-Unis, et à juste titre. Oui. Et vous avez été déçu par, finalement, l'inefficacité de la démarche de Barack Obama, qui était tellement prometteuse. Absolument. Vous y avez cru, et elle s'est avérée, elle s'est révélée plutôt infructueuse. Oui, mais sincèrement, et très, très, très objectivement, déçu, pas surpris, parce que ça fait 1 an que nous avons des signaux de recul. Finalement, il y a eu un moment où il y a eu un beau discours, et je le dis sans ironie, un beau discours d'ouverture, de compréhension mutuelle, qui était le fameux discours du Caire, mais qui n'a été suivi d'aucune action, aucune, strictement aucune. Et par contre, nous avons assisté de la petite place où nous nous tenons, nous sommes un tout petit peuple sur une très petite portion de terre. Nous avons quand même assisté un peu au premier rang à ce qui me semble être l'érosion constante de la puissance américaine. Les États-Unis sont encore une très grande puissance, bien entendu, mais sincèrement, il y a une érosion de leur pouvoir et qui s'est manifestée. Le conflit du Proche-Orient était une fantastique caisse de résonance des rapports de force planétaires qui s'est manifestée là de façon très très aiguë. Quand vous pensez que cette grande puissance n'a pas pu obtenir, non pas le gel de la colonisation dans les territoires palestiniens, n'a pas pu obtenir une interruption de 6 semaines, et qu'après, alors que vous savez que en échange de ces 6 semaines, les Américains allaient proposer un nombre incalculable de cadeaux ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas obtenu. Et ça m'amène à vous poser la question suivante. Quel regard portez-vous, au fond, sur la politique israélienne interne? Est-ce qu'il y a là un abcès de fixation qui est dû à un gouvernement qui est l'un des plus à droite qu'Israël ait jamais connu, oui. ou bien est-ce que c'est le problème en général avec Israël qui se manifeste de la sorte? Regardez, comme toute société, la société israélienne est faite de multiplicité. Et une société démocratique. Et la plus grosse erreur est de la prendre comme un tout monolithique. Nous avons en Israël des personnes extrêmement importantes qui vont, et des intellectuels jusqu'à d'anciens généraux d'active,
qui ont manifesté d'ailleurs le jour où notre président faisait son discours à l'ONU pour qu'Israël reconnaisse l'État de Palestine. Donc vous avez cette contestation-là. Il y a un mouvement qui commence et qui pourrait prendre une énorme ampleur, qui est ce mouvement de contestation sociale, où nous avons commencé à entendre. Commencer à entendre, c'est pas encore les cela. Indignés, ceux qu'on a appelés les indignés d'Israël. Commencer à entendre des phrases du type « Si vous ne dépensiez pas tellement d'argent pour les colonies, peut-être que nous pourrions vivre de façon un peu plus décente. » Et ça, il ne faut pas sous-estimer ce que ça pourrait devenir. Et puis vous avez effectivement un gouvernement avec une très forte majorité parlementaire, à mon avis, qui est devenu totalement autiste, c'est-à-dire qui ne réalise pas le changement du monde, ce qui se passe tout autour de lui dans la région arabe, et qui continue à aller comme si rien ne se passait, au contraire, pas plus tard que ce matin, alors que le quartet vient de céder aux conditions israéliennes pour reprendre les négociations, Netanyahou a annoncé 1100 nouvelles unités de colonisation à Jérusalem, dans une des colonies qui sont dans la partie orientale de la ville. Bon, c'est une façon à chaque fois, d'aller vers la provocation, il n'y a pas d'autre terme, et de se dire, puisque personne ne réagit, donc je peux encore et encore. Mais à un moment donné, ce genre de politique autiste est finalement suicidaire, quelque part, et franchit une limite qu'elle n'avait pas prévue. Et à ce moment, il y a un renversement dans les rapports de force. Et ils sont en train... Je lis énormément d'avis d'Israéliens, et certains que je connais bien, qui tous sur le thème « Où nous emmenez-vous ?» Vers quel désastre vous nous emmenez vers le désastre. Merci Elias Sambar. C'est peut-être une note optimiste à retenir. Vous êtes sur France 24, aucune raison d'aller voir ailleurs. Tout de suite, d'autres informations.